Salut à tous les parieurs, c'est Patrick de Betterhead qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons discuter de ceci. Or, Daniel Sheehan a également révélé des choses, et cela est encore plus explosif. Luis Elizondo l'a informé qu'il s'était en fait rendu dans un complexe où un véritable véhicule extraterrestre était entreposé. Bon, parieurs, appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bon, alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, il s'agirait d'une base navale sur la côte Est qui abriterait prétendument un ovni. Et ce, depuis les années 1950. Et les gens le dénoncent enfin. Nous allons nous pencher sérieusement sur cette question. Oh, et selon certaines allégations, Luis Elizondo pourrait bien être à l'origine de cette histoire. Alors, le Daily Mail a publié cet article juste ici. Véhicule mystérieux d'origine inconnue, caché dans une base navale américaine, soulève des questions sur un programme secret d'OVNI. Ross Coates. Et apprenons-en un peu plus sur cette base navale où, prétendument, cet OVNI serait entreposé. La Naval Air Station Patuxent River, également connue sous le nom de Naspax River, est une base aéronavale des États-Unis située à le comté de St. Mary, dans le Maryland, sur la baie de Chesapeake. Il abrite le quartier général du commandement des systèmes aéronavals, l'école navale américaine des pilotes d'essai, le polygone d'essai de l'Atlantique et bien plus encore. Il sert également de centre majeur pour les essais et l'évaluation, ainsi que pour l'acquisition de systèmes spécifiquement liés à l'aviation navale. Il a été mis en service le 1er avril 1943 sur des terres largement acquises par expropriation. La base aérienne s'est développée rapidement en réponse à la Seconde Guerre mondiale et a continué d'évoluer à travers la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors, voyons cet article. Un ovni mystérieux aurait été stocké dans une base navale américaine peu connue sur la côte Est pendant des décennies, tandis que l'armée continue de rétro-ingénieriser ses secrets. Un nouveau rapport affirme que la base aéronavale de Patuxent River au Maryland, mieux connue sous le nom de Pax River, y aurait secrètement abrité un véhicule exotique d'origine inconnue, possiblement depuis les années 1950. Selon des sources anonymes liées au Naval Air Systems Command, dont le quartier général est situé à Pax River, certains programmes militaires de cette base sont impliqués depuis plusieurs années dans l'analyse et l'exploitation de technologies récupérées sur des engins non humains. C'est intéressant. Le Dr. Eric Davis a toujours affirmé « Nous n'avons jamais rien pu analyser par rétro-ingénierie, n'est-ce pas? » Jim Zakowski a dit la même chose et il aurait, dit-on, mis les pieds à l'intérieur d'un ovni. Et comme vous allez le découvrir plus tard dans cette vidéo, il y a bien plus de connexions ici que vous ne l'imaginez. Alors, continuons. S'adressant au Liberation Times, les sources anonymes affirment que deux types d'aéronefs ont tenté d'espionner ce que les États-Unis possèdent à Pax River. L'un serait prétendument des drones provenant de Chine et l'autre catégorie serait des ovnis d'origine non humaine. Attendez une seconde. Donc, soi-disant, des drones chinois essaient de... Vous avez observé secrètement cet ovni que nous détenons, n'est-ce pas? Ce vaisseau spatial extraterrestre, un engin d'une provenance véritablement exotique. Je veux dire... des vaisseaux spatiaux extraterrestres, d'accord, n'est-ce pas? Et vous avez aussi des ovnis non humains, ce qui, tout d'abord, ovni signifie objet volant non identifié, mais ils affirment que c'est non humain. Donc, ils disent que des vaisseaux spatiaux extraterrestres et des drones chinois viennent nous espionner. Je veux dire à quel point sont ridicules ces vaisseaux spatiaux extraterrestres pour qu'on les repère avec la même facilité que des drones chinois. N'est-ce pas? Est-ce que ça a le moindre sens? Selon les sources qui se sont entretenues avec le Liberation Times, le gouvernement américain aurait, dit-on, un plan d'urgence secret pour déplacer l'appareil non identifié si son emplacement précis à Pax River devenait publiquement connu ou s'il était menacé par d'autres activités d'espionnage. On pourrait penser que c'est déjà une menace. Vous avez des vaisseaux spatiaux extraterrestres et des drones chinois qui sont en train d'observer ce, vous savez, véhicule d'origine inconnue, n'est-ce pas? Un véhicule exotique. Ce n'est pas une menace suffisante, ça? Vous n'allez pas le déplacer? Non? Et c'est public, on en parle partout, n'est-ce pas? Quoi? Et ils vont le déplacer à un autre endroit à Pax River. Les gars, on n'a qu'à le descendre au Hangar 3. Ils ne le verront jamais là-bas. De quoi est-ce qu'on parle? C'est bien ça?
Aïe, aïe, aïe. Continuons car de plus en plus de sources non identifiées, des sources anonymes, continuent de propager cette information. Et n'oublions pas les faits essentiels ici, n'est-ce pas? Cette base aérienne de la marine américaine est censée abriter un engin spatial extraterrestre. Ils ont fait de la rétro-ingénierie sur des technologies à partir de ça. D'accord? Gardons cela à l'esprit, n'est-ce pas? Et des drones chinois et d'autres extraterrestres sont venus l'espionner et ils le déplaceront si ça devient, vous savez, une trop grande menace. Bien que ces allégations ne puissent être confirmées par le Daily Mail sans blague, Sherlock, le lanceur d'alerte sur les ovnis, Luis Elizondo, a déclaré dans un témoignage écrit au Congrès qu'un hangar spécialement construit avait été érigé à Pax River spécifiquement pour le transfert de technologies extraterrestres. Oh, eh bien, c'est très rassurant. Sous serment, Elizondo a décrit un plan selon lequel ce hangar aiderait l'important contractant de la défense Lockheed Martin à transférer une technologie non humaine vers une autre entreprise, Bigelow Aerospace, pour des études et analyses plus poussées. Ah, et voilà. Vous voyez, c'est juste une histoire remaniée, n'est-ce pas? Cette histoire est connue depuis longtemps. Apparemment, au début des années 2000, Bigelow Aerospace a obtenu un financement, d'accord, du Pentagone, je crois, pour environ 22 millions de dollars, quelque part par là, avec un programme appelé ADWSAP. Et tout l'intérêt était d'étudier cet engin qu'ils devaient recevoir de Lockheed Martin, n'est-ce pas? Ils allaient obtenir cet engin de Lockheed Martin pour l'étudier et ils auraient prétendument construit un bâtiment spécifique pour cela à Las Vegas. C'est juste la même histoire et cela aurait été bloqué par la CIA. Le seul nom que je veux mentionner dans cette session, cependant, est Robert Bigelow. Donc, en examinant l'idée de récupération d'épaves et de rétro-ingénierie, pendant que l'AWSAP, ce programme, était actif, l'entrepreneur de la DIA, Robert Bigelow de Las Vegas, a fait une tentative audacieuse pour acquérir des preuves physiques de crash d'OVNI. Il a été largement rapporté et on soupçonne fortement que Lockheed Martin est l'un des entrepreneurs, spécifiquement ceux de la défense, qui a détenu ces éléments, les a dissimulés en secret et a tenté de comprendre leur fonctionnement. J'ai confirmé, officiellement et par écrit, que Robert Bigelow et un collègue de confiance de la ADWSAP ont rencontré et négocié avec de hauts dirigeants de Lockheed Martin et ont conclu un accord selon lequel la société de Bigelow, Bass, recevrait une quantité de matériel inhabituel qui avait été entreposé et protégé dans une installation sécurisée en Californie. Ce matériel n'a pas été fabriqué ici. George Knapp a même nommé quelqu'un lors de l'audience, d'accord, quand il est témoigné en septembre 2025, Glenn Gaffney comme étant l'homme en question. J'ai un nom à vous donner, un nom que vous allez vouloir connaître. Allez-y. Glenn Gaffney. CIA. Glenn Gaffney, CIA. N'est-ce pas? Apparemment, c'est lui qui aurait bloqué tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, ce n'est qu'une vieille histoire qui est remise au goût du jour. Mais à moins de connaître cette histoire, on se dit, attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une fois, tout cela tourne autour d'AWSAP essentiellement. Et rappelez-vous, la AWSAP était ce dont l'article du New York Times de 2017 aurait dû parler, mais au lieu de ça, ils l'ont consacré à Luis Elizondo et à l'AATIP. Et George Knapp a été très explicite sur la façon dont elles se sont trompées. Cet article était faux et la façon dont ils ont mal compris l'ère de la divulgation. J'ai fait des vidéos sur tout ça. Et je ne veux pas être le trouble fête ou gâcher le plaisir de ce film, car c'est un excellent film et c'est important, mais c'est une omission assez flagrante. Et d'une certaine manière, j'étais content de voir Lou Elizondo et Jay Stratton sur la même scène, même s'ils n'étaient pas entièrement honnêtes. Mais si vous faites un film et que vous réclamez la divulgation, l'honnêteté et que nous voulons connaître la vérité, dites-nous la vérité, nous pouvons affronter la vérité, nous voulons de la transparence. Vous devez aussi être à la hauteur de cette exigence. Et l'AWSAP a touché les 22 millions. C'est l'argent que Red a décroché pour ce projet. L'ATIP est venu plus tard. Il en est issu. Il n'avait pas de budget, à notre connaissance. Lou Elizondo et Jay Stratton ont été impliqués dans cette affaire, mais ils ont eu des désaccords très vifs, je dirais même, des divergences intenses concernant quel programme a fait quoi et qui était responsable de quoi, des désaccords qu'ils ont exprimés publiquement depuis un certain nombre d'années. Le fait qu'ils se soient rapprochés et aient trouvé un terrain d'entente commun sur lequel ils peuvent tous deux s'accorder pour les besoins de ce film est probablement une très bonne chose. C'est une bonne chose que le film soit sorti sans toutes ces querelles internes. Mais, à un moment donné, le livre de Jay va finir par sortir. Je pense qu'il est toujours bloqué dans le processus DOPSR. Et je ne pense pas qu'il va coller à la ligne, à la séquence d'événements que nous avons entendus dans le film. Je ne le pense vraiment pas. Et parce que ce n'est pas le cas.
et les personnes directement impliquées dans la SAP ou la Huawei SAP qui sont ici à Las Vegas ne vont probablement pas se manifester pour faire tout un plat de ça. Ils ne le feront tout simplement pas. Mais je peux vous dire, ils ont regardé ça et ils étaient plutôt contrariés par ça. D'accord, donc nous avons bien agi pour, vous savez, vos amis qui ont réellement dirigé la AWSAP et ont fait tout ce travail, ils doivent avoir l'impression qu'on leur a un peu volé, vous savez, en ne racontant pas cette partie de l'histoire. Alors maintenant, faisons entrer Luis Elizondo dans cette histoire, car il est mentionné dans l'article comme étant quelqu'un qui a témoigné à ce sujet. Eh bien, il y en a en quelque sorte témoigné. Vous vous demandez peut-être, je n'ai aucun souvenir qu'il ait mentionné quoi que ce soit à ce propos lors de l'audience. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à la fin de chaque audience, il prononce ces mots. Merci, Monsieur Ogles, et sans objection, tous les membres disposeront de 5 jours législatifs pour soumettre des documents et des questions écrites supplémentaires aux témoins, qui leur seront transmises pour réponse. S'il n'y a plus d'affaires, sans objection, le sous-comité est ajourné. Vous savez, les membres du Congrès sont autorisés à soumettre des questions par écrit à ces témoins, et les témoins peuvent ensuite leur répondre, n'est-ce pas? Beaucoup de ces informations se perdent généralement dans le flot continu, car notre attention est principalement portée sur l'audition. Mais c'est précisément à ce moment-là que Luis Elizondo a abordé le sujet. Et voici ce qu'il a déclaré. La question qui lui a été posée était la suivante. Pouvez-vous confirmer ou infirmer la tentative de transfert de technologie non humaine de Lockheed Martin à Bigelow Aerospace, et ce pendant votre période au sein de l'ATIP? Oui. Je peux confirmer que des installations spécifiques ont été identifiées afin de permettre à Bigelow Aerospace d'acquérir et de stocker en toute sécurité les matériaux UAP récupérés, en sa qualité de nouveau dépositaire suite à leur transfert de la part de Lockheed Martin. Mais attendez une seconde, ici le terme de matériaux UAP, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est un ovni ou bien est-ce une partie d'un ovni? De quoi parlons-nous, n'est-ce pas? Je pensais que c'était un véhicule d'origine exotique ou quelque chose comme ça. Ces installations comprenaient des sites dans la région de Las Vegas et un hangar nouvellement construit à la base aéronavale de Patuxent River, PAX. Plus précisément, le hangar de Pax River a été conçu pour faciliter le transfert de futurs matériaux par voie aérienne et fluviale. Le hangar a été construit sur mesure pour répondre aux exigences d'une installation de programme à accès spécial et pouvait accueillir des matériaux quel que soit leur niveau de classification. On m'a informé que le financement de ce hangar, d'un montant d'environ 10 millions de dollars, avait été alloué à la demande de celui qui était alors le représentant Steny Hoyer. J'ai visité cette installation. Cependant, comme c'était une nouvelle construction à l'époque, aucun matériel n'avait encore été transféré. Comme c'est pratique. Et c'est peut-être de là que vient la rumeur que le Dr. Stephen Greer répondait, selon laquelle Danny Sheehan lui aurait dit que Luis Elizondo se trouvait à proximité d'un hangar ou d'un entrepôt qui contenait un ovni. À présent, Daniel Sheehan a également fait savoir, et c'est d'autant plus explosif, que Luis Elizondo lui a confié qu'il s'était en fait trouvé dans un complexe où un authentique véhicule extraterrestre était entreposé. Et je pense que c'est de cela qu'ils sont en train de parler. Ici, n'est-ce pas? Et Luis Elizondo dit, je me suis rendu à ce hangar. Il n'y avait juste rien. Ce n'était pas encore prêt. Donc, il n'avait pas d'ovni là-bas. Attends, quoi? Pourquoi Luis Elizondo irait là-bas pendant cette période, n'est-ce pas? Il ne faisait même pas encore partie d'ATIP ou AAWSAP. Et alors, de quoi sommes-nous en train de parler? Cela n'a absolument aucun sens. Les chronologies ne concordent pas du tout. Et encore une fois, matériaux UAP, n'est-ce pas? C'est bien de ça que la AWSAP traitait, n'est-ce pas? Et ça, c'était au milieu des années 2000, n'est-ce pas? Et encore, le Dr. Eric Davis a déclaré que James Lukowski, d'accord, est entré dans cette ovni et il n'y avait rien. Pas de commande, pas le moindre contrôle, rien. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme rétro-ingénierie? On a beaucoup parlé de l'histoire des véhicules de reproduction extraterrestre, les ARV, mais il n'y en a aucun. Il n'y en a jamais eu, car nous n'avons pas été capables de percer les secrets de leur technologie. L'ingénierie physique et la technologie de fabrication nécessaire, eux, n'existent tout simplement pas à l'heure actuelle. Nous ne faisons qu'effleurer le sujet des matériaux quantiques à l'heure actuelle et comment créer des matériaux quantiques programmables. Jim Lukowski décrit dans son récent livre, paru il y a 1 an ou 2, comment il a pu voir un engin intact et entrer à l'intérieur, et il n'a pu reconnaître aucun type de système d'alimentation ou de propulsion à l'intérieur. Et le Dr. Eric Davis a déclaré que nous n'avons rien rétro-ingénieré et qu'en fait, ils ont abandonné. Tout ce que je sais, c'est qu'on me dit de manière catégorique et qu'en 1989, la CIA a tout arrêté parce que personne
Nous, et nous savions que les autres entreprises, celles que notre client nous avait signalées, n'avaient fait aucun progrès après plusieurs décennies de recherche. Aucun progrès n'avait été fait. Alors j'ai dit, quelle est cette histoire de Northrop Grumman ayant un ARV ou de quelqu'un dans la zone 51 ayant un ARV? Et il a répondu, « Ah, tout ça, c'est un mythe. » N'est-ce pas? Parce que sinon, tu verrais, nous serions ceux qui utiliseraient cette technologie. Le gouvernement, de son côté, ferait usage de cette technologie. Je veux dire, si c'était vraiment une réalité, nous assisterions à un changement spectaculaire dans l'équilibre des pouvoirs. Encore une fois, tout ceci n'a absolument aucun sens. J'ai l'impression de devoir répéter les mêmes choses dans chaque vidéo, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'il y a eu un transfert, je ne sais pas, quelque chose a été bloqué, je ne sais pas, mais j'ai du mal à y croire à ce stade. Mais ce n'est que la même histoire de AWSAP, juste reconditionnée, n'est-ce pas? Je veux dire, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, n'est-ce pas? C'est la même chose, n'est-ce pas? Et Luis Elizondo a même partagé cette histoire sur Twitter, du genre, ah, vous voyez? Mais c'est comme, pourquoi Luis Elizondo n'en a jamais parlé? Dans les interviews, j'ai cherché jamais mentionné. Et pourquoi ne l'a-t-il pas évoqué dans son témoignage, hein? Pourquoi n'a-t-il pas soulevé ce point? Parce qu'il savait que la réponse se perdrait un peu, n'est-ce pas? Je veux dire, encore une fois, de quoi parlons-nous, mec? Et c'est le même Luis Elizondo qui a partagé de fausses photos d'OVNI. Il y avait cette photo qu'il prétendait être celle d'un vaisseau mère dont les pilotes lui avaient parlé. Et puis, il s'est avéré que c'était littéralement le reflet d'un lustre dans une fenêtre d'un immeuble. Il a affirmé que c'était dans une ambassade, n'est-ce pas, démasqué. Puis il a eu la parole lors du fameux événement de divulgation de fonds à Washington, n'est-ce pas, avec le Congrès présent. Et il affiche une photo qui... Il a dit l'avoir reçu ce matin-là, non. Il a décidé de le partager de la part d'un pilote. Et devinez ce que c'était finalement? Des cercles d'irrigation. Et Internet l'a découvert en 2 secondes. Donc, le plus grand expert mondial en OVNI, d'accord? Il ne vérifie même pas ces images et les montre juste. C'est tout ce qu'il a. Je veux dire, il ne fait que montrer fausses photos après fausses photos. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres et d'autres faux. Alors, il a montré une fausse photo concernant l'atterrissage à DC. Ça s'est avéré être... ou le DC Flap qui s'est produit dans les années 50. Ça s'est avéré être un CGI d'un film. Et il avait ensuite cette image qu'il faisait circuler, prétendant que c'était un alien, mais qui s'est avéré être un fœtus avorté. Ouais, enfin... Il y a tellement de choses, pause. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi continue-t-on d'écouter Luis Elizondo, hein? Et maintenant, il a un nouveau livre qui sort, littéralement classé comme de la fiction fantastique, hein? Et encore une fois, pourquoi n'a-t-il pas raconté cette histoire avant? Et comment les chronologies correspondent-elles? Mais comment a-t-il fait pour se rendre à cet entrepôt, exactement? Pourtant, il n'y avait absolument aucun ovni là-bas. Alors, soi-disant, qu'est-ce que c'était censé être, au juste? N'est-ce pas? Ils vont le transférer à l'AFSAP alors qu'il ne faisait même pas partie de ce programme. Il n'est arrivé que bien plus tard. Donc ça n'a aucun sens. Et ils l'ont là-bas à Pax River. Maintenant, ils vont construire un hangar distinct pour déplacer l'OVNI vers ce hangar afin de pouvoir ensuite le transférer. Donc ils ne peuvent pas le transférer depuis le hangar d'origine. Explique-moi comment ça peut être logique, n'est-ce pas? Je ne comprends juste pas. Mais admettons que ce soit vrai. Encore une fois, comment les chronologies s'accordent-elles? Comment Luis Elizondo s'est-il rendu à ce hangar? D'accord. Il n'y a pas d'OVNI dedans car c'est en cours de construction. Pourtant, c'est pendant la période de l'AWSAP avant qu'il ne soit même prétendument impliqué avec les OVNI. Et ça, c'est selon son livre éminent. Encore une fois, rien de tout cela n'a de sens ou ne concorde. Et n'oubliez pas, Luis Elizondo n'est pas un expert en OVNI. Il a toujours affirmé qu'il n'était qu'un scientifique. Ce sujet est déjà associé à beaucoup de stigmatisation. On m'a déjà traité de complotiste alors que je ne le suis pas. Vous savez, je suis scientifique. Mon parcours est scientifique. C'est un scientifique? Quoi? Je pense que cela a échappé à l'attention de beaucoup de monde. Oui, Luis Elizondo dit maintenant qu'il est scientifique, n'est-ce pas? Quoi? Et puis l'article du Daily Mail mentionne aussi à quel point les gens ont été rebutés par certains commentaires qu'il a fait chez Joe Rogan. Combien d'épaves d'engins écrasés estimez-vous qu'il y en a que les êtres humains ont réussi à récupérer? Au-delà de 10. Plus de 10? Plus de 10. Combien d'entre eux sont actuellement détenus par des personnes aux États-Unis? Je voulais dire plus de 10 en possession des États-Unis. Et dans le monde entier? Est-ce que cela s'applique au monde entier? A-t-on des données là-dessus?
Nous avons des données, mais c'est classifié. Il n'y a vraiment aucun moyen d'en parler. Donc on a 10 engins, d'accord. Et là, Joe fait, oh, et dans le reste du monde, là, 4. Je ne peux pas en parler, mais c'est classifié. Mais vous pouvez parler du nombre d'engins que l'Amérique possède, et ça, ce n'est pas classifié. Encore une fois, que ça ait du sens. Je ne suis pas très intelligent, donc c'est sûrement moi. Bon, tout le monde, vous savez, je suis totalement confus par ça, pour être honnête avec vous. Alors, quand on se plonge vraiment, mais vraiment en profondeur dans cette histoire, ça me fait réfléchir à 2 choses, et seulement 2. Soit Luis Elizondo est en train de mentir, ce qui est une très forte possibilité, d'accord? Et deuxièmement, Luis Elizondo est un menteur. Parce que l'histoire d'origine, elle, pourrait être vraie. C'est juste que l'implication de Luis Elizondo dans tout ça, ça sonne comme du baratin. Alors, it's sure, il y a peut-être quelque chose à Pax River et toute cette histoire d'OSEP. Et vous savez que Lockheed Martin bloque ce transfert, n'est-ce pas, de Pax River à Bigelow Aerospace. C'est tout à fait possible. Mais l'implication de Luis Elizondo, ça sonne comme du pur mensonge, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il a mentionné des matériaux exotiques, c'est probablement de cela qu'il parlait depuis le tout début. Mais qui sait? Il a été mêlé à tellement de choses étranges, c'est assez difficile à dire. Alors, je ne sais pas, mais ça me pousse à commencer à remettre en question ces sources qui se sont manifestées auprès du Daily Mail et du Liberation Times, n'est-ce pas? Et c'est, encore une fois, le problème avec ce genre de sources anonymes, non identifiées. Le journaliste devient le porte-parole, n'est-ce pas? Encore une fois, pourquoi ces journalistes ne se tournent-ils pas vers les sources et ne disent-ils pas? Pourquoi ne sortez-vous pas et ne le dites-vous pas ouvertement? Pourquoi est-ce à moi de mettre mon nom et ma réputation en jeu, n'est-ce pas? Encore une fois, nous affirmons que des drones chinois et des vaisseaux spatiaux extraterrestres espionnent cet ovni qui est capturé à cette base. N'est-ce pas? Et puis encore, le drapeau rouge et la contradiction de « on l'a rétro-ingénierisé ». Ou « nous rétro-ingénions des parties ». Quoi? Mais vous avez des versions différentes, car encore une fois, les personnes impliquées dans l'OSEP affirment « vous ne pouvez rien faire en rétro-ingénierie ». Et vous allez essayer, mais le transfert a été bloqué, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il exactement? C'est vraiment très déroutant. Les liens sont dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Salut! Salut mec, j'apprécie vraiment beaucoup ton émission. Je viens tout juste de commencer l'événement en direct. J'ai vu que je pouvais laisser un message pour raconter une expérience. Je vais essayer d'être bref. C'était en 2023 à Hermosa Beach, en Californie. C'est un peu à côté de Los Angeles. Alors, il s'agit de février. Bon, je suis en train de me promener sur la plage, disons, entre 20h et 22h du soir, en marchant sur la promenade, là, au bord de l'eau. Et je regarde les étoiles, mec. Et vous savez, je suis vraiment un grand passionné de ce sujet. Je me suis un peu sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si c'est des conneries ou pas. Je regarde les étoiles et je me dis, putain mec, je veux juste voir quelque chose. Genre quelque chose, quoi. Allez mec, ça fait tellement longtemps que je regarde le ciel. Rien ne se passe. Je retourne à une auberge. Il y a une auberge de jeunesse internationale sur Hermosa Beach. Je fume une cigarette avec quelques gars et il y a peut-être une douzaine de personnes sur la plage. Je suis à environ 150 pieds du rivage. Je suis en train de regarder l'océan et là, peut-être à une centaine de pieds au-dessus de la surface de l'eau ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être à 200 pieds au-dessus de l'eau, un énorme diamant rouge apparaît soudainement, mec. C'est vraiment un diamant pur. Il a la texture d'une lampe à lave. C'est comme du plasma. C'est orange et rouge. Cette chose apparaît juste, mec. Et au début, je pense que c'est un cerf-volant ou quelque chose, mais il n'y a pas vraiment de vent et ça ne bouge pas du tout. Et là, je remarque que toutes les autres personnes sur la plage, une douzaine de gens, pointent et crient. Ce truc est putain d'énorme. Je pense que c'est 100 pieds sur 100 pieds. Carré, non? C'est un gigantesque diamant rouge. C'est plus d'une certaine manière. Et je n'arrive pas à croire ce que je vois, alors je me précipite vers elle pour avoir une meilleure vue. Et puis cette chose, ça disparaît soudain en un seul point de néant. Un peu comme la façon dont les dessins animés des Looney Tunes se terminaient à la fin du spectacle. C'était comme ça, en un point unique, juste disparu, mec. Et il y avait une douzaine de gens sur la plage qui criaient et hurlaient, genre, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Donc je sais que je ne délirais pas ou que je ne voyais pas des choses. Mais mon pote, ce qu'il y a de plus dingue dans cette histoire, c'est que juste après que ça se soit produit, peut-être une quinzaine de secondes, peut-être une trentaine, tous ces gens sur la plage se sont mis à parler d'autres conneries. J'imagine qu'il y avait un match des Timberwolves qui passait dans un bar sur la promenade et là ils se sont dit, bah tiens, au fait, et c'est Timberwolves alors.
Et je regardais autour de moi en mode yo, vous faites semblant de ne pas avoir vu ça là tout de suite. Bref, un ami avec qui j'étais a pris une photo de ce qu'on a vu, mais ce qui était sur la photo n'était pas du tout ce qu'aucun de nous n'avait vu dans le ciel. Ce qu'on a tous vu, c'était un losange rouge. Ce qui s'est retrouvé sur la putain de photo, c'était comme 3 orbes verts. Je t'enverrai cette merde si tu veux la voir. Je veux dire, on dirait juste 3 orbes verts. Ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas ce que j'ai vu. Mais bon, mec, j'adore ton émission. Continue comme ça.